les Juifs d'Algérie sont des autochtones, alors de diverses origines, mais on ne va pas rentrer dans ces questions-là, mais des autochtones qu'on peut qualifier de culture arabo-berbère, judéo-arabo-berbère, si on veut, qui font partie de la population colonisée par la France à partir de 1830. Mais en 1870, qui est une mesure tout à fait exceptionnelle dans l'histoire des impérialismes coloniaux de manière générale, les Juifs d'Algérie sont faits en bloc citoyens français. Et à partir de cette date, surtout, ils sont marqués par un processus qu'on peut nommer de francisation. Alors, francisation entendue comme l'intériorisation des normes dominantes de la société française dans un certain nombre de domaines. Alors, même si cette intériorisation, cette francisation n'est pas un processus linéaire, ni unanimement souhaité par les Juifs d'Algérie, c'est beaucoup plus complexe peut-être que ce que l'on dit parfois, et qu'il faudrait voir la diversité de cette francisation selon les régions, selon les conditions socio-économiques des Juifs d'Algérie concernés, etc. Quoi qu'il en soit, juridiquement, les Juifs sont des citoyens français à partir de 1870, c'est-à-dire, pour reprendre le terme au sens objectif qu'Albert Memmi donnait à ce terme-là, les Juifs d'Algérie deviennent des colonisateurs, au sens d'Albert Memmi, c'est-à-dire qu'ils font partie du groupe qui, sur le plan juridique, est dominant dans la société coloniale algérienne. Et ils bénéficient de fait d'un statut privilégié, du fait de cette citoyenneté française, par rapport à ceux qu'on appelle les indigènes, un statut privilégié qui ouvre potentiellement à une participation à la domination politique, économique, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que culturellement, d'une part, les Juifs d'Algérie sont issus de familles qui sont ancrées dans les cultures autochtones, disons, algériennes, à la différence de ce qu'on va appeler les Européens d'Algérie. Et puis, d'autre part, socialement, du fait de la structuration communautaire, à la fois de la société précoloniale et puis de la société coloniale en Algérie, et du fait aussi d'un antisémitisme répandu dans l'administration française d'Algérie, dans la population européenne d'Algérie, on peut dire que les Juifs d'Algérie se perçoivent et sont perçus avant tout comme des Juifs, même s'ils sont des citoyens français. Alors, même si ça va pouvoir dépendre des contextes, mais c'est un élément très important, une sorte de reconnaissance sociale des Juifs comme Juifs, quel que soit par ailleurs leur rapport à la religion, etc. Ce qui peut amener à dire qu'il y a une ou des conditions juives en Algérie coloniale. Il y a des expériences spécifiquement juives, des vécus sociaux spécifiquement juifs en Algérie coloniale. Alors le point de départ de mon travail, c'était d'interroger quelles sont les implications de ces vécus juifs spécifiques dans les trajectoires politiques. Quelles peuvent être les implications de ces vécus-là dans les trajectoires politiques? Est-ce qu'ils influent sur les formulations des engagements, sur les modalités des engagements politiques, et particulièrement des engagements anticolonialistes? Alors maintenant, s'intéresser aux Juifs algériens qui ont participé à la lutte anticolonialiste, c'est nécessairement s'intéresser à une petite minorité, à une très petite minorité, difficilement quantifiable, quelques centaines d'individus, probablement. Mais dès le départ, mon souhait a été de ne pas appréhender ces trajectoires très minoritaires au regard de ce qu'on pourrait appeler une norme, de la norme, c'est-à-dire des expériences majoritaires des Juifs d'Algérie ou des expériences majoritaires des Français d'Algérie, parce que faire cela, ça aurait été se condamner à considérer ces trajectoires comme des sortes d'anomalies historiques. Et puis, par ailleurs, mon idée, c'était de se défaire d'un regard a posteriori qui, en voyant l'aboutissement de ces trajectoires, le fait que la très grande majorité de ces militants sont partis dès les années 60, dès les premières années de l'indépendance de l'Algérie, ce regard a posteriori aurait pu laisser penser, aurait pu donner l'image de trajectoires impossibles, qui n'étaient pas possibles dans le contexte de l'époque. Mon idée, c'était au contraire de comprendre la possibilité de ces trajectoires. Même si elles sont minoritaires, elles étaient possibles, c'est-à-dire les prendre au sérieux. D'abord les prendre au sérieux pour elles-mêmes, c'est-à-dire les étudier à la loupe, et puis après essayer de voir ce qu'elles peuvent dire, ce qu'elles peuvent révéler de la société algérienne, coloniale puis indépendante, et puis réinterroger certains récits qui sont faits de l'histoire des Juifs d'Algérie, mais aussi de l'histoire du mouvement anticolonialiste algérien, et peut-être de l'histoire de l'Algérie et de la société algérienne coloniale en général. Alors, pourquoi c'est intéressant de partir de ces individus pour réinterroger peut-être des choses plus générales? C'est que le grand intérêt de ces militants anticolonialistes juifs algériens, c'est qu'ils n'entrent pas dans les cases. Ils n'entrent pas dans les cases de l'époque, et ils n'entrent pas dans les cases des récits historiques. En tout cas, ils y entrent difficilement. Puisqu'ils occupent, on peut dire, des positions charnières, si on doit faire un panorama de leur existence,
successivement ou simultanément de leur naissance jusqu'à leur départ d'Algérie. On peut dire qu'ils étaient issus de familles autochtones mais juridiquement françaises, citoyens français mais discriminés comme juifs, catégorisés socialement comme juifs mais souvent athées et communistes, français d'Algérie mais se disant patriotes algériens, et puis à l'indépendance de l'Algérie, citoyens algériens mais non musulmans, ce qui allait avoir une importance. Tout ça, ça ouvre des questions sur, disons, les brèches ou les failles, même si elles sont réduites, qui existent dans les grandes catégories qui fondent l'ordre du monde et la division de l'ordre du monde colonial, à partir de ces positions charnières. Alors voilà pour l'introduction, disons, générale. Maintenant, sur cet ouvrage en particulier et sur le sens de ma recherche, l'ouvrage s'organise en deux parties. Alors je vais revenir sur des éléments pour chacune de ces parties. La première partie, c'est une réflexion générale, avant d'en venir à l'étude des trajectoires à proprement parler de ces militants, c'est une réflexion générale sur, disons, la diversité des positionnements politiques des Juifs d'Algérie face à la question coloniale, depuis l'entre-deux-guerres, surtout depuis les années 30, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. En confrontant, d'une part, les archives des services de renseignement, c'est-à-dire le regard de la police, le regard de l'administration française d'Algérie, d'autre part, le regard des organisations politiques d'Algérie dans leur diversité, confronter ces regards-là à ce qu'on peut savoir des pratiques politiques diverses et des opinions politiques diverses des Juifs d'Algérie, qui, à bien des égards, vont être difficiles à saisir. C'est-à-dire arriver à catégoriser les opinions de 140 000 individus en 1954, c'est évidemment compliqué. Donc il faut aller à tâtons. En tout cas, cette réflexion sur les positionnements généraux des Juifs d'Algérie face à la question coloniale m'a permis de rompre, disons, avec une vision un petit peu communautaire du monde, puisque, ça peut paraître évident, mais les Juifs ne forment pas un bloc politique en Algérie coloniale, et ce qu'on appelle la communauté, la supposée communauté juive, elle est parcourue de tensions socio-économiques, de tensions politiques, de tensions idéologiques, etc. Notamment face à la question coloniale. D'autre part, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai interrogé, permet de rompre avec l'idée selon laquelle la nationalité française n'aurait jamais été mise en doute par les Juifs d'Algérie. Cette espèce d'idée selon laquelle les Juifs d'Algérie, unanimement, étaient des fanatiques de la France, très attachés à la nationalité française, ne remettant pas en cause l'appartenance à la nation française, etc. Et puis rompre aussi avec l'idée d'une disjonction politique totale entre Juifs et musulmans à la période coloniale, puisque sans nier évidemment les tensions et la disjonction réelle qui a pu exister, l'idée c'était quand même de montrer qu'il y a d'autres possibles qui ont été envisagés dans les relations judéo-musulmanes sur le plan politique, et en particulier chez des juifs, parfois y compris des responsables communautaires juifs, l'idée que le maintien de la souveraineté française ou la défense de l'ordre colonial n'était pas unanime parmi les Juifs d'Algérie. Alors, je voudrais insister ici sur deux éléments qui sont méconnus sur cette histoire des rapports des Juifs d'Algérie à la question coloniale, sur deux moments. Le premier moment, ce sera 1942-1943, et le deuxième moment, 1956. Alors, à propos de ces deux moments, on peut dire que ce sont des moments clés dans l'histoire de l'Algérie. L'après-Vichy, la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est un moment de recomposition, et puis 1956, les premières années de la guerre d'indépendance algérienne, dont j'y reviendrai tout à l'heure. Pendant ces deux périodes, des Juifs d'Algérie qui ont par ailleurs des positions politiques plutôt modérées vont s'exprimer en tant que Juifs et vont agir en tant que Juifs pour demander l'égalité totale entre les différentes populations d'Algérie, voire pour envisager la décolonisation. Donc là, on n'est pas dans les trajectoires radicales, les trajectoires politiques, on est plutôt parmi des populations parmi des groupes qui ont des positions plutôt modérées. Alors, le premier moment, en 1942-43, on est après le débarquement allié en Algérie. Depuis 1940, depuis que le régime de Vichy est en place, les Juifs d'Algérie sont déchus de la citoyenneté française et ils sont renvoyés au statut d'indigène, au statut colonial d'indigène. Après le débarquement de novembre 1942, les lois raciales sont maintenues et les Juifs sont maintenus dans le statut d'indigène. À ce moment-là, donc à la fin 1942, après le débarquement et au début de l'année 1943, des notables communautaires juifs, proches du consistoire, notamment d'Alger, mais aussi de Constantine, et qui sont considérés comme les représentants des Juifs auprès des autorités,
Ces responsables communautaires, en tout cas une partie d'entre eux, vont tenter de se rapprocher du mouvement nationaliste algérien qui est alors en pleine radicalisation. Alors c'est un élément qui est peu connu, mais il y a des réunions qui sont organisées entre des responsables communautaires juifs et des nationalistes algériens, en clair avec l'idée de mener une lutte commune pour l'égalité des droits. Alors on ne va pas jusqu'à l'indépendance, mais l'idée c'est l'égalité des droits dans un premier temps. Alors c'est une expérience qui est très éphémère, on pourra y revenir ensuite, les raisons pourquoi c'est une expérience éphémère, mais même si elle est éphémère, il me semble que c'est important d'insister sur ce qui s'est joué là, et sur l'impact de Vichy en fait, y compris sur les notables communautaires juifs. Le deuxième moment c'est 1956, 1955-56, et même après, et ce qu'on peut appeler le mouvement juif libéral, entre guillemets, pendant la guerre d'indépendance. Alors par libéral j'entends... parce que c'est un terme qui est souvent employé avec des sens différents. Bon, comment qualifier les libéraux en Algérie au début de la guerre d'indépendance? On va dire que ce sont des groupes minoritaires, très minoritaires, de Français d'Algérie, juifs ou pas, hein, c'est pas la question ici, qui agissent dans un cadre légal, qui condamnent la répression et la guerre, c'est-à-dire qui s'opposent à la guerre, qui appellent à une trêve sur le plan militaire, qui appellent à des négociations entre gouvernement français et FLN, et qui demandent la fin du régime colonial, c'est-à-dire qui demandent l'égalité sans forcément demander l'indépendance, sans forcément trancher cette question-là. Alors ces groupes libéraux minoritaires, ils subissent plusieurs pressions, à la fois une pression des autorités françaises, mais aussi une pression de ce qu'on appelle les ultras d'Algérie, qui vont leur tomber dessus dès 1956. Alors ce qu'on peut dire sur ce mouvement libéral, c'est que, d'après ce que j'ai pu en voir particulièrement à Alger et Oran, les juifs y sont surreprésentés dans ce mouvement libéral, et ils vont créer à Alger en 1956-57 un groupe spécifiquement juif qui s'appelle le Comité des Juifs libéraux, qui est partie prenante de la Fédération des libéraux d'Algérie, qui s'organise à ce moment-là. Alors c'est un mouvement qui aurait sans doute compté environ 200 adhérents à Alger, alors adhérents plus ou moins actifs, et sans doute une vingtaine de membres actifs. Alors des membres majoritairement issus de professions intellectuelles, mais qui ne sont pas membres de partis politiques. Ce ne sont pas des communistes, ce ne sont pas des gens proches du FLN. Quand on connaît la faiblesse du mouvement libéral en Algérie, c'est pas négligeable. 200 adhérents, 20 militants actifs, c'est pas négligeable. Alors il y a une diversité politique à l'intérieur de ce groupe, mais tous sont d'accord pour ce qu'ils appellent la vocation à l'indépendance de l'Algérie, l'idée que l'indépendance est tout à fait envisageable. Dans leur discours, ces juifs libéraux, ils insistent sur le racisme que juifs et musulmans ont subi communément. Et puis ils insistent aussi sur la période de Vichy, alors, dont on va voir que c'est une période essentielle. Ils insistent sur ce qu'ils appellent la solidarité manifestée par des musulmans ou par les musulmans sous Vichy à l'égard des juifs. Surtout, ces juifs libéraux, à la différence des Européens d'Algérie libéraux qui se savent minoritaires parmi la population européenne, ces juifs libéraux prétendent représenter l'opinion générale des juifs d'Algérie. Ils l'affirment, que cette opinion libérale est partagée massivement parmi les juifs d'Algérie, et ils cherchent du coup à s'affirmer comme une voix légitime des juifs d'Algérie, à la différence là encore des libéraux européens. Alors ce qu'ils cherchent à faire notamment, c'est à susciter des prises de position des responsables communautaires juifs, responsables des consistoires. Alors ils n'y parviendront pas, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Alors là, c'est très difficile de connaître l'écho de ce mouvement des juifs libéraux, qui a forcément été atténué par le climat de grande violence, notamment de l'année 1956, de tous côtés, de l'armée française, mais aussi du FLN, qui commet à ce moment-là, à partir de 1956, des attentats qui visent des juifs en tant que tels ou pas, mais qui en tout cas va toucher des juifs. Mais là aussi, il me semble que c'est une expérience importante, insister sur ces moments-là où il y avait une ouverture des possibles. Alors là, j'insiste sur des positions, disons, anticolonialistes ou libérales. Alors évidemment, il y a eu bien d'autres positions parmi les juifs d'Algérie, notamment à la fin de la guerre. Certains ont rejoint l'OAS, et puis entre OAS et positions libérales, vous avez tout un éventail de positions possibles. Mais tout ça reste très peu étudié, et ça reste, ces positionnements restent à cartographier, disons. Il y a encore un travail à faire pour saisir la complexité. Alors, la seconde partie de l'ouvrage, elle est consacrée à l'étude des trajectoires des militants anticolonialistes dont j'ai pu suivre la vie de très près, de leur naissance à leur départ d'Algérie, donc des années 1920 pour la plupart, jusqu'aux années, disons, 70, fin des années 60, début des années 70. Alors, ces trajectoires, je les ai suivies d'une part par des récits mémoriels, un certain nombre d'entre eux avaient écrit leurs mémoires ou des autobiographies, et puis par ailleurs, j'ai mené des entretiens avec une quarantaine d'anciens militants, donc une centaine d'entretiens au total,
très approfondie, voilà, pour essayer de suivre au plus près les trajectoires à travers les sources mémorielles qui sont confrontées aux archives classiques de la répression, les archives de l'administration française, renseignements, justice, etc. Et puis également à des archives privées que j'ai pu recueillir chez des témoins, des lettres, des photographies. Mon ouvrage il est illustré de plus de 70 photographies que j'ai récoltées chez les uns et les autres. Alors qui sont ces témoins que j'ai pu rencontrer et qui vont constituer, disons, le cœur de l'ouvrage et le cœur de l'analyse que je mène de leur trajectoire? Alors j'en ai le corpus, disons, de ces témoins, c'est 45 personnes, parmi lesquelles 11 femmes, qui sont très majoritairement nées entre la fin des années 20, le début des années 20 plutôt, et le début des années 30. La plupart d'entre eux ont un parcours relativement similaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui adhèrent au Parti communiste algérien sous Vichy ou juste après Vichy, qui restent des militants communistes algériens, et puis qui, au moment de la guerre d'indépendance, soit basculent dans le FLN, soit restent au Parti communiste algérien. Là, les trajectoires sont assez variées, mais en tout cas, s'engagent clandestinement pendant la guerre d'indépendance. Alors, il y avait bien d'autres parcours que ceux de communistes, mais il se trouve que ceux que j'ai cherchés et ceux que j'ai trouvés n'étaient que des communistes. J'ai pas trouvé d'anciens membres des mouvements libéraux, d'anciens trotskistes, d'anciens juifs qui auraient soutenu le MNA, par exemple. J'ai trouvé très peu de choses là-dessus. Donc ça va être surtout ce groupe communisme, Vichy après Vichy, puis passage au FLN ou communiste. Alors, parmi ces témoins, la moitié d'entre eux sont des Algérois, un tiers des Constantinois et un quart des Oranais. Ils sont très majoritairement d'origine modeste, mais ils connaissent, avec les études, une ascension sociale, c'est-à-dire que là, on a une surreprésentation des bacheliers à l'intérieur, et même des étudiants à l'intérieur de ce groupe. Sur 45, 28 font des études supérieures. Alors on pourrait qualifier du coup ce groupe d'élite. Ceci dit, il y en a 28, et les 17 autres, il y a des ouvriers, des petits employés, etc. C'est pas un groupe homogène socialement. Alors, je consacre 8 chapitres à l'étude de leur trajectoire. J'ai choisi ici de ne pas parler de la guerre d'indépendance, on pourra y revenir dans les débats, plutôt d'insister sur ce qui précède, c'est-à-dire sur l'enfance, la jeunesse, le moment où les trajectoires vont se décider, où les trajectoires d'engagement vont se décider, particulièrement autour du moment de Vichy. Alors, pour commencer par l'enfance, on peut dire que l'enfance de ces jeunes juifs d'Algérie, elle est globalement représentative de celle des jeunes juifs d'Algérie de leur temps, c'est-à-dire des années 20, des années 1930. Alors bien sûr, il y a une grande diversité qu'on va trouver parmi eux, sur le plan socio-économique, culturel, politique au sein des familles. Une grande diversité aussi dans les familles sur des rapports entretenus au fait d'être juif, et au fait à la manière d'être juif. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans leur enfance, tous et toutes ont été constamment identifiés comme juifs, socialement, puis juridiquement sous Vichy. Il y a un moment où ils redeviennent des juifs indigènes. Ce qu'on peut dire, c'est que le poids de la structure communautaire, la structure sociale communautarisée en Algérie, le poids aussi de l'antisémitisme, ont deux conséquences très visibles sur l'enfance de ces jeunes juifs dans l'entre-deux-guerres. D'abord, massivement, leur sociabilité se fond dans un entre-soi juif, on peut dire. C'est-à-dire, quel que soit leur quartier de résidence, ils fréquentent essentiellement des juifs. Alors, avec une nuance, dans les quartiers judéo-musulmans, ou dans les quartiers juifs où vivent des musulmans, un certain nombre de ces jeunes fréquentent des musulmans, ont des amis musulmans dans leur enfance. Les relations avec des Européens sont beaucoup plus réduites parmi ces témoins. Leurs parents, eux, ne fréquentent souvent que des juifs. Ce qui fait la différence avec les grands-parents, et là on voit un premier effet, un décrochage par rapport au décret Crémieux, les grands-parents, eux, fréquentent quotidiennement des juifs et des musulmans. Ils sont dans cette société algérienne autochtone, disons. Ça, c'est le premier élément, donc des sociabilités juives, essentiellement dans l'enfance. Alors, des sociabilités qui, deuxième élément, vont aussi être marquées par une violence ou la menace de violence. Ce qui revient en permanence dans les témoignages, c'est les bagarres. Les bagarres à fondement racial, on peut dire, contre des Européens, sur les questions d'antisémitisme. Ce qui revient aussi, c'est des relations soit inexistantes pour ceux qui vivent en quartier européen avec des musulmans colonisés d'Algérie, soit des relations amicales pour une minorité d'entre eux, soit une tension importante, surtout pour les Constantinois, ce qui s'explique largement par les émeutes anti-juives de 1934, qui ont laissé des traces dans les familles et dans les rapports entre juifs et musulmans. Alors, quoi qu'il en soit, ces jeunes se savent juifs,
très jeunes, quel que soit leur rapport à la religion, quel que soit leur rapport à la communauté, entre guillemets, mais ils grandissent dans des familles dont on peut dire qu'elles se veulent françaises, avant tout. Ça, c'est assez unanime dans les témoignages. Nos parents voulaient qu'on soit de bons Français, et voulaient eux-mêmes être de bons Français. Alors cette volonté d'être français, et puis cette francisation, elle est très visible quand on a un regard sur l'évolution générationnelle. Si on part des grands-parents de ces individus, puis des parents pourront venir à eux, il y a plusieurs éléments qu'on peut noter. D'abord, les grands-parents, donc, qui sont nés autour des années 1860-1870, soit avant, soit après le décret Crémieux, qui sont encore vivants lorsque ces enfants grandissent, pour la plupart, et les enfants les fréquentent. Souvent, ces grands-parents ne sont pas francophones. Ils parlent l'arabe, et ils parlent uniquement l'arabe, et on peut dire qu'ils sont peu pénétrés de ces normes françaises, qui tendent à s'imposer parmi les Juifs d'Algérie. Et puis ces grands-parents, par ailleurs, n'ont presque aucun contact avec des Français d'Algérie non juifs, avec les Européens d'Algérie. Voilà pour les grands-parents. Les parents, ils correspondent à ce qu'on peut appeler une génération tournant, celle qui naît à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, qui est toujours à la fois imprégnée de culture autochtone, notamment au niveau de la langue, ils sont arabophones, ces parents, pour la plupart. Pour certains berbérophones, mais surtout arabophones. Mais ce sont des parents qui passent par l'école française, et pour les hommes qui passent par l'armée française. Et on peut dire, à travers les témoignages des enfants, mais il y a d'autres sources qui nous les donnent, que massivement, ces parents, ils s'identifient à la France. Alors, ils s'identifient à la France, qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'identifient à la République, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la bonne France. La bonne France, ça va être la France de métropole, la France républicaine, par opposition à la mauvaise France, la France d'Algérie, les Français d'Algérie considérés comme des mauvais Français, dans un certain nombre de familles juives, du fait de l'antisémitisme répandu dans les familles. Il y a une survalorisation dans les familles de la France, ce qui est appelé la France, la République, une survalorisation aussi de la réussite scolaire, et la volonté, comme je le disais, que leurs enfants soient de bons Français, alors plus ou moins juifs après, parce que tout va dépendre du rapport à la religion, etc. Alors ça se voit notamment, cet élément, dans la non-transmission de la langue arabe, qui est très importante à cette génération-là, c'est-à-dire que les parents ne vont plus transmettre la langue arabe à leurs enfants, alors, pour diverses raisons, et c'est plus ou moins conscient, c'est plus ou moins décidé, mais c'est un fait. La langue arabe est beaucoup moins transmise pour les enfants qui naissent dans les années 20 et les années 30. Alors on peut dire que cette trajectoire collective de francisation, elle est percutée par Vichy. Elle est percutée par 1940, qui va marquer un tournant dans la plupart des trajectoires. Alors c'est une rupture sur laquelle j'insiste beaucoup dans l'ouvrage. Vous le savez sans doute, en Algérie, la législation raciale anti-juive, elle s'applique de 1940, de la fin 40 à la fin 43, y compris après le débarquement allié, et c'est un élément important, encore une année après le débarquement anglo-américain en Algérie. Pratiquement toutes les familles sont touchées, alors au minimum par la perte de la citoyenneté française, et puis ensuite par les mesures économiques, l'exclusion de l'école, etc. Ce qui apparaît dans les témoignages, c'est un fort isolement. À ce moment-là, les familles se sentent isolées au sein de la population d'Algérie, même si certains font état de solidarité, de manifestations de solidarité, alors de la part d'Européens, notamment des enseignants, pour les enfants qui sont exclus, et puis de la part de musulmans, du voisinage, des commerçants qui étaient en lien avec les parents commerçants juifs, etc. Mais quand même une impression d'isolement pendant toute cette période de Vichy. Alors là, il y a sans doute une rupture en termes générationnels avec cette période de Vichy, c'est qu'on a d'une part les parents, ceux qui sont nés fin 19e, début 20e, qui à la fin de cette période de Vichy se disent « c'est le retour à la normale, c'est la bonne France qui revient au pouvoir, on reprend la vie comme elle était avant ». Parmi les jeunes, c'est différent. Alors pas parmi tous les jeunes juifs, mais il y a sans doute un phénomène qui se produit de manière assez générale dans la jeunesse juive de cette époque, ceux qui ont subi les lois raciales quand ils avaient, disons, entre 10 et 18 ans, c'est-à-dire à un moment charnière de leur vie, et notamment sur le plan politique, c'est-à-dire à un moment où vont se forger leur sentiment d'appartenance, leur rapport au monde, là où ils vont définir ce qu'est nous, ce qu'est eux, ou ce que sont les eux face au nous. Pourquoi? Parce que ces jeunes, ils sont touchés, on va dire, dans les deux hauts lieux de l'investissement de leurs parents envers la France, cette France mythifiée que sont l'école et l'armée. L'école, puisque la grande majorité de ces jeunes sont exclus de l'école, c'est le cas de la grande majorité des témoins, comme environ 20 000 élèves juifs d'Algérie, donc exclus en 1941-1942. Et puis l'armée, en ce qui concerne les hommes, un quart
des témoins rencontrés sont mobilisés dans l'armée française après le débarquement allié et sont discriminés à l'intérieur de l'armée française en tant que juifs, soit dans des unités spécifiquement juives, soit dans les unités régulières de l'armée française, mais à l'intérieur desquelles ils sont discriminés à plusieurs titres. Alors dans les entretiens, plusieurs affirment qu'ils sortent de cette période de Vichy refroidis ou perplexes quant à leur appartenance à la France, quant à leur sentiment d'appartenance à la nation française, et ils vivent Vichy comme une rupture, à la différence de leurs parents qui passent ça comme une parenthèse. Eux le vivent comme une rupture. Alors sans doute qu'un grand nombre de jeunes juifs sont concernés, vivent cette expérience de Vichy comme une rupture, mais seule une minorité va convertir ce qui se passe là en un engagement politique. Alors, en ce qui concerne les années de sortie de guerre, 44, 45, 46, les témoins décrivent un bouillonnement dans leur cercle d'amis, notamment dans leur cercle d'amis juifs, une sorte de soif politique à ce moment-là, qui transparaît aussi dans les archives des services de renseignement, avec plusieurs points communs. D'une part, plusieurs d'entre eux disent qu'à ce moment-là, ils ne supportent plus que leurs parents leur demandent de rester discrets dans la participation politique. Ce qu'Abdelmalek Sayad appelait la politesse, c'est-à-dire être poli quand on est issu d'une minorité, être poli sur le plan politique. Donc plusieurs disent qu'ils ne supportent plus ça. D'autre part, et c'est un élément central, plusieurs disent qu'ils ne supportent plus le racisme ambiant dans la société coloniale, la structuration communautaire, le fait que les juifs soient amis avec des juifs, que les chrétiens avec des chrétiens, les musulmans avec des musulmans. Et plusieurs ont des réactions, ils me l'ont raconté, d'identification aux colonisés algériens à ce moment-là, autour de cette question du racisme. Alors on peut dire que cette sensibilisation-là, elle est antérieure à la politisation à proprement parler, c'est-à-dire à l'encartement politique, ça précède. Alors l'engagement, il arrive quand ? Il arrive quand il y a des organisations qui se présentent à eux, ou quand il y a des grilles de lecture du monde qui se présentent à eux et qui vont leur permettre de prendre en charge leur subjectivité dissidente, qui se mettent en place à ce moment-là. Alors on va dire qu'il y a deux principaux pôles qui s'offrent aux jeunes juifs d'Algérie révoltés après la Seconde Guerre mondiale, le sionisme et le communisme. Alors le mouvement sioniste, il a été très peu étudié par les historiens en Algérie, ça reste à faire. Il y a encore sans doute des éléments à voir. Moi je l'ai étudié en partie parce que, et c'est un élément qui m'a surpris au départ, environ un quart des témoins que j'ai rencontrés ont été sionistes avant d'être communistes. C'est-à-dire que dans cette période d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une recherche politique, un passage par le sionisme, alors pas que le sionisme socialiste, y compris pour certains le sionisme d'extrême droite, alors, ce qui peut paraître très surprenant, et puis après un basculement vers le communisme et vers l'anticolonialisme. Alors ça peut paraître surprenant, mais les deux mouvements proposent, sionisme et communisme, une chose commune, plusieurs choses communes d'ailleurs, mais une chose commune qui me semble essentielle, c'est une remise en cause de l'appartenance à la nation française. Alors pour le communisme, ça va, je vais y revenir, mais pour le sionisme, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause de cette francisation, de l'assimilation des juifs à la nation française. C'est-à-dire que là, ces jeunes, finalement, ils vont, à travers ces mouvements, remettre en cause leur trajectoire familiale et les choix de leurs parents, l'investissement de leurs parents dans la francisation. Alors à partir de l'adhésion au mouvement communiste, qui concerne la plupart des témoins dans les années, alors soit sous Vichy, soit immédiatement après, les trajectoires que j'étudie se confondent avec l'histoire du communisme algérien. Donc je propose aussi dans l'ouvrage une histoire alors par le bas, par les militants de base du communisme algérien. Mon idée c'était un peu de sortir des questions qui reviennent souvent, c'est les questions de ligne politique. Alors bien sûr ça a une importance, la ligne politique du Parti communiste algérien, son rapport au Parti communiste français, son rapport au FLN, etc. Mon idée c'était un peu de sortir de ça pour s'intéresser plutôt aux pratiques militantes, au vécu des militants, et on peut dire aux logiques affectives qui sont en jeu pour les militants au sein du Parti communiste algérien. Alors rapidement sur le Parti communiste algérien, à la fin des années 40, au sommet, disons, des adhésions, le PCA compte environ 20 000 adhérents, majoritairement français, citoyens français d'Algérie. Les effectifs chutent à 12 000 en 1954, et cette fois, à peu près pour moitié des citoyens français d'Algérie, et pour moitié ceux qu'on appellera ensuite les Algériens, qu'on appelle les musulmans à ce moment-là. Alors, parmi les Français d'Algérie, les citoyens français d'Algérie qui sont communistes, les Juifs ne sont probablement pas surreprésentés, d'après ce que j'ai pu en voir, mais ils sont surreprésentés dans les organisations de jeunesse. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a une surreprésentation très importante des jeunes Juifs dans les organisations de jeunesse communistes.
ce qui témoigne à n'en pas douter de cet effet générationnel lié à Vichy, lié à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Alors sur quelle base ces jeunes adhèrent? Sur quelle base ils adhèrent au communisme algérien? On est après la Seconde Guerre mondiale, la composante antifasciste elle est évidente, l'Union soviétique, les partis communistes perçus comme les champions de la lutte antifasciste et de la lutte anti-nazie. Mais la composante qui sans doute va devenir essentielle, c'est l'antiracisme et l'anticolonialisme. Alors d'une part, antiracisme par identification avec les colonisés, dire on subit le racisme communément, les uns et les autres. Et puis l'anticolonialisme, qui va devenir important surtout à partir de 1945-46. Alors ça, dans les archives, on le voit, dans les meetings de ces organisations de jeunesse, dans les articles des journaux que ces jeunes font, il y a un intérêt de plus en plus pour les inégalités coloniales, pour le régime colonial, et des affirmations anticolonialistes très fortes. Alors du coup, dans les entretiens, un certain nombre d'anciens militants disent qu'ils ont rejoint le PCA parce que c'était le seul endroit pour exprimer leur anticolonialisme, qu'il n'y en avait pas d'autres pour eux, ça n'allait pas être les partis nationalistes algériens. Alors c'est vrai sans doute pour une partie d'entre eux, pour d'autres ils étaient communistes orthodoxes, et ils ont rejoint aussi le communisme par pure conviction idéologique. Alors c'est quoi l'anticolonialisme communiste? Avant 1946, le Parti communiste algérien fluctue, disons, demande à la veille de 1946 l'égalité, mais dans le cadre de la souveraineté française. Il n'est pas question d'indépendance nationale, et le PCA à ce moment-là refuse le nationalisme algérien. En 1946 se produit, on peut dire, un premier tournant, puisque les communistes algériens affirment la nécessité de rendre prioritaire la lutte anticolonialiste en Algérie et de s'intégrer au mouvement national, c'est-à-dire de se lier au parti nationaliste algérien. Chez les jeunes, cette volonté de se lier aux nationalistes elle est plus importante, notamment dans une organisation de jeunesse à direction communiste qui est créée en 1946, l'Union de la jeunesse démocratique algérienne, alors que vont rejoindre ces jeunes, que j'ai étudié, une organisation au discours particulièrement radical, qui correspond à la radicalité de ces jeunes, qu'ils soient de quelque origine qu'ils soient, il y a cette radicalité d'après-guerre. Alors par exemple, cette organisation va éditer en 1946 une charte nationale de la jeunesse algérienne, où elle affirme l'existence d'une patrie algérienne, de la lutte pour une république algérienne souveraine, en débordant un petit peu la ligne du parti, en débordant la ligne du Parti communiste algérien. À partir de là, ces jeunes vont se dire patriotes algériens, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient d'origine juive, européenne ou musulmane, comme on dit à ce moment-là. Ce qui fait que là où on aurait pu voir le communisme comme un moyen pour les jeunes juifs d'Algérie de dépasser la question nationale, c'est-à-dire par l'internationalisme communiste, en fait on voit qu'en Algérie, l'engagement communiste, c'est plutôt un engagement d'ancrage en Algérie, et d'ancrage dans l'idée de nation algérienne. Alors même si l'idée de nation algérienne chez les communistes, elle est compliquée, mais il y a cette volonté chez ces jeunes de s'affirmer algériens, au sens national du terme, surtout à partir de 1946. Alors ça, on le voit dans des textes politiques, dans des poèmes aussi, j'en ai reproduit certains dans l'ouvrage, que des juifs algériens qui se disent patriotes algériens commencent à éditer à la fin des années 40, au début des années 50. Identification à une nation algérienne, désidentification par rapport à la nation française, ça c'est très clair dans ces années-là. Alors, cette proclamation d'algérianité, c'est-à-dire s'affirmer algérien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est du volontarisme politique? Est-ce que ça correspond à un vécu profond? C'est évidemment très difficile d'y répondre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on analyse un sentiment d'appartenance? Comment est-ce qu'on prouve l'existence d'un sentiment d'appartenance? Alors, il me semble qu'il y a quand même plusieurs éléments qu'on peut mettre en avant là-dessus. D'abord, le Parti communiste algérien, il se pense comme une contre-société à l'intérieur de la société coloniale algérienne. Et il se présente aussi comme une préfiguration, on peut dire, d'une Algérie indépendante ou d'une Algérie décolonisée, où les appartenances communautaires compteraient moins que l'appartenance de classe, que l'appartenance politique et que l'appartenance nationale algérienne. Ces jeunes qui, au sein du Parti communiste algérien, ont un sentiment d'appartenance au parti politique, du coup, à travers le parti, il y a un sentiment d'appartenance qui se fait à la patrie algérienne. C'est-à-dire que le parti est pensé comme une Algérie miniature. Bon, ça apparaît dans les témoignages. On se sentait algérien parce qu'au sein du parti, on était tous ensemble, par-delà les barrières raciales, communautaires, etc. Et effectivement, le PCA, c'est un des rares espaces de ce qu'on peut appeler le monde du contact, de ce que l'historienne Annie Goldzager appelle le monde du contact. On a un contact en Algérie coloniale, contact entre différentes populations, par-delà les barrières, encore une fois, raciales, religieuses, etc. Et où vont se forger des amitiés durables.
entre des jeunes, on peut dire que l'ordre colonial au sein du PCA, il est dénaturalisé en quelque sorte. Les barrières qui étaient pensées naturelles pratiquement jusqu'ici vont sauter. On peut parler aussi d'un anticolonialisme en pratique dans les relations entre les militants. Ça se voit à la fois par des amitiés qui transgressent les barrières coloniales, et puis des amours aussi. Il y a des couples, y compris des couples judéo-musulmans, qui vont se forger au sein des groupes militants. Alors ces éléments, ça joue un rôle fondamental, et on le retrouve dans les témoignages, dans l'enthousiasme de ces militants à l'égard de leur organisation politique, quels que soient les reproches qu'ils ont à lui faire. Aujourd'hui, l'idée que c'était vraiment un lieu où se jouaient des choses inédites dans la société coloniale algérienne. Alors bien sûr, cet enthousiasme, il est mis à mal quand il va se heurter à d'autres conceptions de ce qu'est être algérien, et avant tout à la conception dominante chez les nationalistes algériens, qui est celle d'une nation arabo-musulmane, arabe et musulmane. Et puis elle va aussi, cet enthousiasme, il va aussi se heurter à l'hostilité de l'État français, et aussi à l'hostilité d'une bonne partie de la population française d'Algérie, qui eux vivent une expérience totalement différente de celle de ces petits noyaux militants. Alors, la majorité de ceux qui... j'en viens à la guerre d'indépendance, mais rapidement, je vais terminer là-dessus. La majorité de ceux qui étaient... ceux parmi les témoins qui étaient membres de ces mouvements de jeunesse après la Seconde Guerre mondiale, vont poursuivre l'engagement politique pendant la guerre d'indépendance. Là aussi, il y a un effet générationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas parmi ces militants qu'on va trouver des désengagements pendant la guerre d'indépendance, c'est plutôt chez les plus anciens. La plupart d'entre eux vont militer clandestinement, soit au FLN directement, en rompant avec le PCA, soit au PCA, pendant la guerre d'indépendance. Alors sur les 45 témoins que j'ai rencontrés, 39 participent à des actions clandestines, alors très diverses, mais 39 sont dans la lutte clandestine, et 18 vont être arrêtés et subir la répression pendant la guerre. Alors ce qu'on peut dire sur cette période de la guerre, c'est que c'est une période où l'identification à cette nation algérienne, elle est, disons, vivifiée, stimulée, parce qu'on est dans une période très dure et où l'identification, elle passe par le corps clandestin, par le corps torturé, par le corps emprisonné, qui va vraiment laisser des traces. C'est-à-dire que là, ça se forge dans une sorte de communauté de destin avec tous ceux qui sont engagés pour l'indépendance de l'Algérie. En ce qui concerne les Juifs d'Algérie spécifiquement, qui sont engagés dans la lutte d'indépendance, on peut dire que la guerre, ça va être aussi un nouveau moment, la guerre d'indépendance, un nouveau moment de redéfinition sur le plan identitaire, puisque c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de militants juifs vont prendre la parole en tant que juifs, spécifiquement en tant que juifs, explicitement, affirmer que c'est parce qu'ils sont juifs qu'ils sont algériens. C'est-à-dire que leur judéité, c'est leur maghrébinité ou c'est leur algérianité. Et puis, pour certains d'entre eux, remettent en cause le décret Crémieux, c'est-à-dire reviennent sur l'histoire coloniale, portent un regard critique sur toute cette trajectoire des Juifs d'Algérie pendant la colonisation. Il y a là une utilisation de la judéité comme une arme politique pendant la guerre d'indépendance par un certain nombre de ces militants. Alors, pour conclure, on peut dire que même pour ceux de ces militants qui n'ont jamais revendiqué leur judéité, qui ne sont pas servis de leur judéité comme arme politique ou qui ne se sont pas appuyés sur cet élément, leur reconnaissance comme juif ou leur identification comme juif, ou à tout le moins comme non-musulmans, ça va être variable, est resté un élément fondamental pendant leur trajectoire politique, que ce soit au sein du mouvement national algérien, du mouvement anticolonialiste, puis en Algérie indépendante. Alors avec des conséquences équivoques. Le fait d'être reconnu comme juif va avoir des conséquences équivoques. D'une part, cette reconnaissance, elle a pu constituer à un moment donné la preuve qu'il était possible de construire une Algérie décolonisée par-delà les barrières raciales. Il y a des juifs parmi nous, ce que certains membres du FLN ont dit à ce moment-là et ont dit par la suite. Mais cette reconnaissance, elle a aussi fortement joué dans une marginalisation au sein du mouvement national algérien de ces militants, puis dans ce qu'on peut nommer leur exclusion du nouveau corps national en Algérie indépendante. Alors on pourra revenir sur cet élément-là par la suite. Mais ce que je veux dire pour terminer, c'est que cette histoire de marginalisation et cette histoire d'exclusion n'était pas écrite d'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision fataliste de l'histoire, ou une vision sur une histoire qui allait de soi. Finalement, ils se sont engagés, mais c'était sûr que ça allait terminer comme ça. Puisque ce qui s'est passé est lié à des rapports de force. Est lié à des rapports de force, à des conceptions qui se sont affrontées pendant la guerre d'indépendance, et puis à l'indépendance de l'Algérie, entre différents courants politiques, et qui n'ont évidemment pas touché comme victimes, disons, de ces processus uniquement des Juifs, mais aussi une partie des Algériens dans leur diversité eux-mêmes. Je vous remercie.